Hello hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello hello et je suis ravie comme toujours de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Un épisode où je ne serai pas seule dans tes oreilles puisque je reçois Alizée du studio Tudobem. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir Alizée sur cet épisode car en plus de savoir qu'elle fait un très bon travail, c'est aussi une amie entrepreneur avec qui j'échange depuis de nombreux mois et nous partageons énormément de valeurs en commun et une manière de travailler similaire. Donc il était évident pour moi de recevoir Alizée sur ce podcast. Et alors, de quoi allons-nous te parler dans cet épisode ? Eh bien, nous n'allons pas parler d'Instagram, ni de site web, ni même d'identité graphique, mais nous allons te parler de packaging produit. Et même si ça te paraît assez précis comme sujet, écoute bien cet épisode jusqu'au bout, car tu vas découvrir qu'aujourd'hui le packaging est un élément à part entière pour ta communication et qu'il est là pour t'aider à vendre tes créations et à te différencier. Je profite de cette introduction pour préciser que suite à un petit problème avec mon logiciel d'enregistrement, l'interview avec Alizée a dû être clôturée plus rapidement que d'habitude, alors désolé par avance si tu trouves que la fin de l'interview est un peu brute, mais pas de panique, ce n'est que la toute fin, donc tout ce qu'Alizée avait à te dire, tous ses conseils sont bien présents dans l'épisode. D'ailleurs, je me tais, je te laisse découvrir l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello hello Alizée et je suis tellement contente de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Je le disais aux auditrices en intro, mais en plus d'être une professionnelle hors pair de ton domaine, nous sommes amies depuis quelques mois et j'avais trop hâte que tu nous partages tes conseils, tes petites astuces autour d'un sujet qui peut paraître assez précis, le packaging produit et qui pourtant regorge d'avantages pour une créatrice et c'est exactement ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Alors après cette longue intro, comment vas-tu Alizée ? Mais déjà, bonjour Marie. Oui. Trop contente que tu me fasses l'honneur de m'interviewer pour ce podcast. C'est trop cool. Et puis oui, effectivement, le packaging, c'est un peu mon domaine de prédilection que je fais depuis bientôt 15 ans. Waouh. Donc voilà, j'ai hâte de te donner toutes mes petites astuces, mes petits conseils et tout ça, et aussi pour tes auditeurs. Bah, c'est trop bien. Et alors d'ailleurs, du coup, je te propose que tu démarres par te présenter, nous raconter. Tu nous as déjà dit un petit peu que ça faisait un moment que tu étais dedans, mais je suis sûre que tu as un petit peu plus à nous dire. Oui, alors je m'appelle donc Alizée, j'ai 37 ans. J'ai monté mon entreprise qui s'appelle Tudobem Studio il y a bientôt 2 ans. Le temps passe trop vite, j'ai l'impression que c'était hier. Oui. Et par rapport à mon parcours professionnel qui va un peu expliquer comment j'en suis arrivée à monter ma boîte, en fait, j'ai travaillé pendant 12 ans en agence de design packaging à Paris, suite à des études de design industriel. Et donc, j'étais spécialisée en packaging plutôt alimentaire, mais en fait, comme c'était des plutôt petites, moyennes entreprises, on avait un panel de clients bien varié. Donc, j'ai pu un peu toucher à tout et ça, c'était top. Et en fait, est arrivé le Covid, voilà. Et du coup, mes aspirations personnelles n'étaient plus en accord avec mes aspirations professionnelles. Et j'avais vraiment envie d'accompagner des marques qui résonnaient et qui étaient en accord avec mes valeurs perso. Donc du coup, je me suis dit, bah lance-toi, ouvre ta boîte et comme ça, tu vas pouvoir, entre guillemets, choisir les clients pour lesquels tu as envie de travailler, pour lesquels tu as un coup de cœur, etc. Donc j'ai créé Tudobem. Et aujourd'hui, du coup, j'accompagne les marques, entrepreneurs, TPE, PME sur leurs problématiques d'identité visuelle. Donc, pour faire court, mon métier, c'est directrice artistique. Mais pour faire court, c'est graphiste. Directrice artistique, c'est juste que je prends les problématiques dans leur ensemble. Je réfléchis au positionnement de marque et je fais pas juste un logo, en fait.
Donc, je travaille sur l'identité visuelle et aussi sur les packaging quand il y a une problématique packaging et aussi sur toute la communication qu'il peut avoir autour d'une marque, aussi bien print, avec par exemple des flyers, des brochures, des catalogues, mais aussi digital. Donc ça, c'est un peu ta partie aussi, Marie, mais par exemple, faire un look and feel d'un site internet en collaboration avec un webmaster, ça, c'est aussi dans mes cordes. Et donc, l'intérêt de faire ça, c'est que j'aide ces personnes à créer du sens et de la cohérence pour communiquer juste et se démarquer face à leurs concurrents. Et j'aspire à ce que ces marques rayonnent dans le monde et avec fierté. Donc, Non, tout un j'adore. programme. Oui, et tu vois, alors, vous l'avez compris, Alizée a quand même plusieurs casquettes, même s'il y a un objectif de faire briller votre marque. Donc, on aurait pu parler d'identité graphique, d'identité visuelle, mais là, c'est vrai que j'avais envie qu'on se focus vraiment sur le packaging produit. Et d'ailleurs, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on reprenne justement un petit peu la définition de packaging. Qu'est-ce que tu mets dedans? Parce que je crois qu'il y avait d'ailleurs une petite nuance aussi que tu voulais apporter, notamment au niveau du terme de packaging. Donc, je me tais et je te laisse nous dire ce que tu as à nous raconter là-dessus. Ouais, en fait, je pense que c'est important de redéfinir un peu ce que c'est le packaging, parce que tout le monde ne le sait pas et c'est pas forcément évident comme notion. Et on parle de packaging qui est un mot anglais, alors qu'en fait, tout simplement, on peut parler d'emballage. Et il faut savoir que si on repart vraiment en arrière, l'humanité utilise les emballages depuis le début de la civilisation. Par exemple, les archéologues y retrouvent souvent des poteries, des plats, des outres. Donc les outres, tu sais, c'est les peaux d'animaux en forme de sac qui servaient de récipient pour mettre des liquides, par exemple. Ah ouais. Et en fait, ça, ce sont des emballages. Aujourd'hui, le monde moderne et la vie urbaine ont entraîné l'utilisation de produits manufacturés et préparés qui nécessitent des emballages, mais en fait, ça existe depuis la nuit des temps. C'est fou ça. Ouais. Et ça, c'est important de le dire parce qu'en Ben fait, oui. on s'en souvient. Alors, le packaging est souvent décrié parce que ça crée de la pollution, etc. Mais en fait, on l'utilise depuis la nuit des temps. Mais Voilà. toi, je suis sûre que tu vas pouvoir nous amener des astuces pour avoir un Oui, packaging je vous en qui parlerai tout à ne l'heure. vient pas trop justement polluer la planète. Parce que Non. justement aussi, ce qui est intéressant avec Alizé, et ce qui fait aussi qu'on s'est rencontrés, on a des valeurs communes, on accompagne vraiment les personnes qui ont ces valeurs communes de préserver l'écologie, l'environnement, etc. Et donc, on parlera bien entendu de tout ça, mais c'était intéressant que tu amènes cette petite subtilité que le packaging, bon, certes, ça peut être décrié parce qu'aujourd'hui, on en a eu une surconsommation, mais qu'on peut encore aujourd'hui arriver à du packaging plus raisonné, comme peut-être l'avaient du coup nos ancêtres avec les outres que je ne C'est connaissais ça. pas. Merci pour cette petite moment culture G. Ouais, c'est ça. Mais c'était intéressant, je trouve. Même moi, en préparant un peu, enfin, en réfléchissant à ce que j'allais dire, je me suis dit que c'était intéressant de Ouais. repartir sur les bases, quoi. Et du coup, l'emballage a 4 fonctions principales. Il contient, il protège, il peut participer au produit et à la toute fin, il véhicule un message. Mmh. Donc sa première fonction, évidemment, c'est d'être un contenant, donc qui contient donc votre produit ou plusieurs objets, par exemple, qui soient solides, liquides, fragiles ou non, on n'utilisera pas le même emballage. Il peut avoir une fonction de protection. Et dans ces cas-là, par exemple, si c'est un produit alimentaire, on pourra faire attention à ce que le produit ne sèche pas, ne moisisse pas. Si c'est un produit très fragile, on fera attention de le protéger des chocs. Mmh. Donc ça, pareil, il faut y réfléchir en fait vachement en amont. Il peut participer au produit. Alors cette notion est un peu moins évidente, mais finalement essentielle. Par exemple, une bobine de fil. Eh ben, s'il n'y avait pas la bobine, ce serait hyper galère d'utiliser le fil. Ah Donc oui. en fait, tu peux pas dissocier le produit de l'emballage finalement. Ouais, je vois. Ou par exemple, un brumisateur d'eau minérale, bah, s'il n'y avait pas le contenant, tu n'aurais pas la fonction de brumisateur, alors que en fait, le produit, c'est juste de l'eau, Oui, tout à tu vois. fait. Ah, Donc, l'emballage, du coup, pour toi, ça va être ça, mais ça pourrait être aussi le carton dans lequel tu as mis le brumisateur. oui, alors, je vais en parler tout à l'heure. Il y a Ah, plusieurs types d'emballage. ok, ça Là, je marche. parle des fonctions. Et après, il y a plusieurs types. Et donc, la dernière fonction, c'est que l'emballage peut véhiculer un message. Donc là, c'est ce dont on va parler plus en détail, mais c'est pareil, en fait,
on a tendance à oublier que l'emballage peut participer à la fonction d'un produit. C'est pas juste esthétique en fait. Donc, ta question juste là à l'instant, c'est que en fait, il existe effectivement plusieurs types d'emballage. Donc, tu as l'emballage protecteur, donc il y a une fonction de protection. Par exemple, une pâte à tartiner artisanale sera peut-être vendue dans un pot en verre hermétique pour conserver toutes les saveurs. T'as l'emballage vendeur, donc ça c'est vraiment le support du message commercial. Si on garde par exemple la pâte à tartiner artisanale, peut-être que le pot en verre pourra servir de support à cette communication en mettant une petite étiquette ou en mettant ce pot en verre dans un emballage en carton. Mais attention à bien sûr ne pas démultiplier les emballages et à en faire trop. Mais par exemple, une petite étiquette sur un pot en verre peut être le packaging global. Ok, oui. Et après, tu as l'emballage qui est plus logistique. Si là, par exemple, il y a de la vente en ligne, il faut faire attention à avoir un emballage qui soit facilement manipulable, stockable, que à la livraison, le produit soit protégé, etc. Et ça, c'est des détails. En fait, on pense au packaging beau, esthétique, mais il y a aussi des packaging hyper factuels, logistiques, qui doivent être utiles pour le produit, quoi. Et voilà. en fait, c'est hyper intéressant parce que tu as vraiment décortiqué déjà cette notion de packaging avec les fonctions et les plusieurs types. Ouais. Moi, je sais pas si c'est le cas des auditrices, mais déjà, je me mets à leur place, ça me donne aussi des idées de à quoi il faut que je pense pour peut-être l'imaginer et en plus de le faire joli pour que ça vienne renforcer mon identité de marque. Donc vraiment la dernière fonction dont tu parlais. Ouais. Et justement, alors est-ce que tu pourrais nous donner les étapes un petit peu? Moi, j'adore les étapes, hein, ils le savent. Est-ce que tu pourrais nous donner les étapes qu'il faut mettre en place pour le réaliser, le penser? Enfin voilà, je sais pas peut-être comment toi tu voulais aborder les choses. Ouais, alors en fait, je pense que ce qui est hyper important de mettre en place avant même de réfléchir à l'esthétique, c'est de définir votre besoin réel. C'est-à-dire que si vous vendez dans une boutique ou sur des marchés, par exemple, vous n'aurez pas forcément le même besoin en packaging et vous n'aurez pas forcément besoin d'investir dans un emballage super élaboré. Si vous vendez dans une boutique et que vous n'êtes pas vous-même vendeuse ou vendeur, si c'est un partenaire, par exemple, si vous vendez dans une petite boutique qui vend plusieurs marques, là, vous aurez besoin que votre produit parle pour vous, puisque vous ne serez pas là pour le présenter. Si vous êtes derrière le stand sur un marché, là, vous serez là vous-même pour présenter votre produit, expliquer le mode de fabrication, est-ce que c'est vous qui l'avez fait à la main, etc. Et peut-être que là, une petite pochette en coton avec juste votre logo à poser dessus pourra suffire. Tout à fait. Donc, il faut bien définir le besoin, en fait, en fonction de comment vous vendez votre produit. Vous n'aurez pas les mêmes résultats de cette petite enquête. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir du coup différents packaging en fonction de si la personne, elle est justement sur le marché pour vendre ses créations. Donc là, elle va avoir, comme tu disais, le petit pochon, mais on pourrait imaginer aussi que si elle fait de la vente en ligne, là, il va y avoir peut-être autre chose. Il va y avoir peut-être cette protection supplémentaire parce qu'il va y avoir les frais de livre, enfin, il va y avoir, pardon, le transport. Ça, Oui. c'est des choses que tu peux recommander aussi? Oui, bien sûr, il faut, en fait, tu peux avoir plusieurs besoins. Alors, je dis définir le besoin, mais effectivement, tu peux avoir plusieurs besoins. C'est-à-dire que, en fonction de ton réseau de distribution, tu vas pas utiliser le même packaging. Ok. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc on parlait des étapes à mettre en place pour réaliser son packaging. Je retrouve un peu le fil Pardon, de c'est vrai que j'ai tendance à ma couper. pensée. En fait, c'est marrant de parler de packaging parce que pour moi, en fait, tu dois faire vivre à ton client un peu une expérience. Donc, on parle d'un package. Donc, tu as toutes les petites étapes, c'est-à-dire que tu as l'étape verbale. Si tu es derrière ton stand au marché, bah, ton discours va faire partie de ton identité de marque. Tu as la partie numérique que toi, tu maîtrises parfaitement, Marie. Donc, Instagram, Facebook,
un site internet, un site de vente en ligne qui va aussi participer à déployer votre reconnaissance et l'identité de votre marque. Et puis, tu as la partie physique qui est là. Si tu envoies ton colis à la personne, eh ben, il va falloir packager et faire en sorte que ton client vive une expérience en déballant son colis. Et c'est comme ça que tu vas être reconnaissable et que tu vas peut-être être reconnu, et le bouche à oreille va faire aussi son travail. C'est-à-dire que si moi je reçois un super beau bijou avec un petit mot dans le paquet, super bien emballé avec un petit ruban, ça peut être vraiment des petits détails, tu vois. Je vais me dire waouh, c'est trop bien, elle y a passé du temps, c'est soigné, et je vais forcément recommander plus cette marque qu'une autre qui m'aura envoyé son truc en vrac. Ce qui est important aussi, c'est de regarder ce que fait la concurrence. Pas pour copier, mais pour s'inspirer, parce que on n'est pas à l'abri que les autres aient des bonnes idées. Donc, alors la concurrence directe, donc si tu vends des bijoux, voir ce que font les autres petits créateurs de bijoux, mais aussi regarder les marques qui partagent les mêmes valeurs que toi, comment elles communiquent. Et alors peut-être que ça va être quelqu'un qui vend des parfums maison, enfin des parfums artisanaux, et toi tu vends des bijoux, mais si vous avez exactement la même ligne directrice, peut-être qu'elle aura des idées ou il aura des idées que tu auras pas eues et que tu peux adapter à ton produit. Donc ça, c'est important de benchmarker. Alors, benchmarker, regarder ce que fait la concurrence en français. Moi, je passe mon temps à faire ça. Et en fait, c'est hyper inspirant parce que on n'a pas la science infuse et d'autres peuvent avoir des bonnes idées, quoi. J'aime bien sur cette, excuse-moi, je me permets de te couper, ouais. sur cette partie d'inspiration du marché, benchmark, slash étude de la concurrence. Regardez aussi ce qui se fait dans les autres pays. Ouais, Parce que je pense qu'il y a alors il y a peut-être des coutumes, des usages un petit peu différents, mais on le sait qu'il y a des pays qui vont être plus sensibles que d'autres à justement tout ce qui est écologie, environnement. Il y a des pays qui sont peut-être un petit peu plus déjà ouverts à ça que la France, même si c'était de mieux en mieux chez nous. Et ça peut être intéressant d'en les voir. Je pense à la Scandinavie, et vous savez pourquoi je pense à la Scandinavie, mais voilà, ou même des fois les États-Unis peuvent avoir aussi des idées qui peuvent être intéressantes et qu'on n'a peut-être pas encore forcément bien ancrées chez nous en France. Donc voilà, j'aime toujours bien aussi conseiller d'aller voir ce qui se passe outre Manche et Atlantique. Oui, Et tu as raison, parce que le marché français est assez sage en termes de packaging et suit des codes bien définis, etc. Et dès que tu sors un peu des cases, le client français ne sera pas forcément ouvert à des trucs hyper modernes, ou voilà. Après, ça dépend évidemment du marché dans lequel se situe le produit, et les Anglais d'ailleurs sont très forts pour faire des trucs hyper novateurs et hyper esthétiques, des choses qu'on voit pas forcément sur le marché français. Donc ouais, les Anglais sont assez forts. Si vous pouvez aller vous inspirer là-bas, c'est cool. pas mal. Et enfin, il faut vous rapprocher des fabricants, en fait. C'est-à-dire que alors soit des fabricants physiques qui ont des magasins, ou en ligne, auprès des imprimeurs aussi, parce qu'en fait, ces personnes-là qui créent des emballages qui sont nus, entre guillemets, ils vont, en fonction de vos problématiques, vont pouvoir vous conseiller, en fait, des choses auxquelles on n'aura pas forcément pensé. Et même moi, qui pourtant ai un œil accru sur ce qui se fait, j'ai plusieurs partenaires imprimeurs qui m'informent régulièrement des nouveautés sur les papiers, etc. Qui m'alertent, voilà, ouais, sur les nouveautés. Et du coup, il faut pas hésiter à demander des échantillons, par exemple. Ouais, bien. Et oui, à être conseillé sur tel ou tel type de papier, parce que si on vend par exemple des produits alimentaires, il faudra peut-être que le papier soit, même si on veut faire quelque chose d'écologique, l'intérieur de l'emballage va devoir supporter par exemple du gras ou quelque chose humide, et il faut pas que ça transperce sur l'emballage que le client va voir. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui vont pouvoir vous être conseillées par des professionnels, en fait. Il faut s'entourer.
C'est ça, Oui, c'est ça. oui, Il faut complètement. vraiment pas hésiter à demander. Ils sont là pour ça, en fait. C'est leur taf. Mais c'est Donc, une bonne idée, l'échantillon ouais. aussi. Oui, et c'est souvent gratuit d'ailleurs, hein. Moi, j'ai demandé D'accord. des échantillons de papier à des imprimeurs et ils envoient ça gratuitement à votre adresse et ça vous permet d'avoir vraiment les papiers entre les mains et de pouvoir faire un choix et pas. En fait, le numérique c'est bien, mais ça a ses limites surtout sur le packaging. Oui. Voilà. Et puis entourez-vous aussi de graphistes. Alors moi ou quelqu'un d'autre, mais en fait, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on fait ça. Et en fait, on a l'œil, on a l'expertise et on pourra forcément trouver des solutions qui seront alignées avec votre marque et vos valeurs. Donc voilà. Et après tout ça, on pourra commencer à travailler le graphisme. Oui, voilà. Il y a Donc plein une grande d'étapes avant. En fait, il faut réfléchir. Si t'as pas le volume, tu peux toujours réfléchir au graphisme, mais si ça s'applique à rien, à du vide, bah ça n'a aucune utilité. Tu fais les choses à l'envers en fait. mmh. Donc faut bien faire dans l'ordre. C'est ce qu'on a tendance à voir finalement. Tout ce qui est graphique, c'est des sujets qu'on a envie de voir dès le début, souvent, Ouais, qu'on a envie de faire dès le début. Alors que pareil, un site internet, ben, il va falloir les menus, la navigation, les fonctionnalités. Le feed Instagram, il va falloir savoir de quoi on parle, comment sont les photos. Enfin voilà, il faut effectivement donc avoir ces 4 premières étapes, entre guillemets, donc de définir quel est le besoin, où c'est qu'on vend, comment, pour définir quel type de packaging on va avoir besoin, ouais, réfléchir à l'expérience de déballage qu'on veut faire vivre aussi à son client, regarder ce que fait la concurrence et enfin se rapprocher des experts comme les fabricants ou les graphistes pour après, avec tous ces éléments, passer à l'étape de création. ouais. Est-ce que j'ai bien résumé Tu tes as tout 4 à étapes? fait bien résumé les différentes Merci. étapes. Ça paraît un peu laborieux comme ça, mais en fait c'est essentiel. Pour moi, vous pouvez pas, si vous faites appel à un graphiste et que vous savez pas ce que vous voulez faire, alors le graphiste pourra vous conseiller, bien sûr, mais il faut que vous ayez une idée quand même assez précise de ce que vous voulez faire pour gagner du temps, en fait, tout simplement. Et Et ce donc travail en amont est essentiel indirectement et gagner de l'argent indispensable. aussi. Tout à fait. Ok, alors maintenant qu'on a bien nos 4 étapes, peut-être que là, les créatrices, ça leur donne un petit peu plus envie d'y aller, mais il y a peut-être encore une petite résistance parce que je me dis qu'il y en a quelques-unes qui doivent se dire, oui, mais est-ce que c'est si important pour moi de travailler mon packaging produit, là où on s'imaginerait plutôt que c'est pour Evian ou Coca-Cola qui vont vraiment travailler là-dessus, alors que finalement, est-ce que c'est pas important pour tout le monde, même pour une indépendante? Oui, moi je pense que c'est hyper important parce que c'est l'emballage qui va véhiculer les valeurs de votre marque en fait. Votre image, vos valeurs. Alors encore une fois, si vous vendez sur un marché par exemple de petits créateurs, vous n'aurez pas forcément besoin d'un packaging super élaboré, mais quand même en fait, le petit pochon en coton upcyclé avec votre petit stamp logo dessus, bah c'est quand même comment dire, c'est quand même ce qui va véhiculer les valeurs de votre marque. Et si on part d'un packaging un peu plus élaboré, par exemple, le type de papier, le matériel utilisé, les couleurs, le wording. Alors, quand je parle de wording, c'est les mots choisis que vous allez mettre sur votre emballage. En fait, si vous êtes une entreprise plutôt luxe ou un petit artisan créateur, vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes mots, les mêmes papiers, etc. Donc ça, c'est une étape super importante et c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir un peu en amont. Alors, si vous avez déjà créé votre identité avec un graphiste, normalement, vous avez déjà dû survoler un peu ces valeurs-là, puisqu'il a dû, s'il a bien fait son travail, vous faire peut-être un mood board qui a permis de bien définir votre univers, vos valeurs, les mots-clés qui vous représentent, qui représentent la marque, les choix des couleurs, etc. Donc ça vous donne quand même une orientation sur ce vers quoi vous allez devoir vous diriger. Et ce qui est important aussi, c'est que si vous n'avez pas de boutique physique ou si vous ne faites pas de marché, l'emballage, comme je le disais un peu avant, c'est le premier contact physique avec le consommateur en fait. Et c'est la première chose qu'il perçoit de votre produit. Donc si c'est artisanal, luxe, si c'est quelque chose qui est pas cher, qui est au contraire très qualitatif, qui est traditionnel ou moderne,
en fait, le produit va confirmer ses valeurs si le message est cohérent et juste. Par exemple, si on prend l'univers du parfum, un parfum Chanel n'aura pas du tout le même packaging qu'un parfum artisanal fabriqué à Grasse, par exemple, Oui, alors que c'est le même produit. oui, mais la valeur est différente. La valeur est différente, en fait. Le parfum de Grasse, il va jouer sur le côté artisanal, sur les fleurs récoltées, je sais pas où, à Grasse, autour de Grasse, en Provence, etc. Le parfum Chanel, il va plus peut-être travailler sur le côté sensoriel, le toucher du carton quand vous déballez votre parfum, puis le côté très luxueux. Voilà, donc on a le même produit, mais on n'a pas du tout les mêmes valeurs de marque. Et ce qui est très important aussi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que cet emballage va participer à la fidélisation de votre clientèle. C'est-à-dire que dès l'ouverture du colis, si vous ajoutez par exemple un petit mot, que le produit est emballé avec soin, que vous avez fait peut-être une petite mise en scène de votre produit à l'intérieur, vous n'aurez pas du tout le même impact, comme je le disais, si le truc est mis en vrac dans un carton. Voilà. Donc, je pense que le packaging participe à l'expérience d'achat et que c'est ce qui va faire que le consommateur se souviendra plus facilement de votre marque. Voilà. En fait, dans ce que tu viens de dire, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est le premier contact physique avec votre produit, surtout pour les personnes qui font de la vente en ligne. Oui. Même si on fait des stories Instagram, on connaît la personne, mais on n'a jamais vu le produit. Et même si c'est pas le produit tout de suite, sans parler forcément peut-être d'un packaging contenant, Ouais. mais c'est vrai que tout de suite, il va déjà y avoir un début d'expérience, et on le sait aujourd'hui, pour pouvoir avoir une belle expérience client, pour que les gens reviennent chez nous, qui parlent de nous. Ça part en fait du début, c'est-à-dire de la story Instagram aux réponses des DM, jusqu'à le support client si on a des soucis, en passant par j'ouvre mon colis, j'ouvre mon produit, et j'ai déjà une expérience qui commence là. Tout à Donc, fait. et c'est ce qui va justement venir nourrir toute la fidélisation dont tu parlais. Donc, oui, complètement. Et Ouais. bien sûr aussi de venir renforcer l'identité de la marque avec ce que tu disais sur les valeurs, etc. Il faut pas être du coup complètement en opposition avec ces valeurs. Il faut que ça vienne soutenir ces valeurs plus Bien qu'autre sûr. chose. Mm. En fait, pour moi, il faut de la cohérence. C'est-à-dire que une image de marque, c'est quelque chose qui est global. Si tu es cohérent sur tous tes supports, en fait, tu gagnes en visibilité, en efficacité. Je sais pas moi, si ta couleur principale c'est le vert et que tu vas avoir un petit ruban vert qui va entourer ton produit, ou tu vas écrire avec un crayon vert sur une carte vierge, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas cher pour le coup, ça. Tu vois, t'achètes juste un crayon d'une couleur. En fait, dans la tête du consommateur, il se dit, ok, cette telle marque, c'est le vert, elle a mis son petit ruban, elle a mis un petit mot, ou t'es allé ramasser 3 pâquerettes dans la forêt, tu vois. Ouais. Et tu les as fait sécher, et ça coûte que dalle. Enfin, en fait, pour moi, tout est dans le détail. Et c'est ça Oui. qui va faire que ta marque sera reconnaissable. En fait, dans le détail, et qu'elles sont en cohérence avec l'identité graphique qu'aurait pu Oui, travailler, enfin l'identité de ta marque avec les valeurs et tout ça. tout à fait. Oui, Et oui, j'aime en fait, beaucoup. c'est global, quoi, tout simplement. Ouais. Et j'aime beaucoup l'exemple du petit mot écrit sur la couleur verte, par exemple, peut suffire. Parce que justement, j'avais une question concernant le tarif. On peut imaginer que le packaging, ça coûte cher. Je me dis que c'est peut-être le bon moment d'en parler. Ouais, Donc, je sais. Alors oui, il faut cette phase de réflexion, comme tu le disais, c'est bien d'être accompagné aussi. Mais peut-être de déconstruire certaines idées reçues sur le fait que ça peut coûter cher, parce qu'il me semble que tu as des petites astuces. Tu viens de nous en partager une. ouais. Mais est-ce que tu en as d'autres peut-être pour que voir si ouais, un packaging qui peut être aussi bien écologique qu'économique aussi. Ouais. Alors, un packaging peut coûter très cher. Ah ben merci. Allez, je refais le podcast. Allez, l'autre question, s'il te plaît. Merci. Non, en vrai, si tu utilises un super beau papier que tu imprimes en France, que tu rajoutes, j'en sais rien moi, une dorure, un embossage. Alors, l'embossage, c'est par exemple mettre un petit élément en relief Mhm. euh, sur ton packaging. Ça fait vite grimper la facture. Ok. Par contre, il y a des solutions qui sont des astuces intéressantes, aussi bien économiques qu'écologiques. Alors,
D'abord économique. Moi, ce que j'aime bien et ce que je conseille à mes clients qui sont plutôt des artisans et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des choses mirobolantes, c'est le système de tampons. En fait, par exemple, si tu vends sur un marché ou dans une boutique qui vend en multimarque, tu lui fournis des sacs craft tout basiques que tu as acheté Mhm. en lot, gros lot, et tu viens mettre juste le tampon de ta marque imprimé et ça, tu le fais en one-to-one, c'est-à-dire tu vends un truc, tu mets ton tampon. Du coup, t'as pas utilisé tous tes emballages, t'as pas fait imprimer 1000 sacs Mm. qui vont te rester sur les bras et tu sauras plus quoi en faire parce que, je sais pas moi, t'auras changé un jour ton logo ou t'auras changé de couleur, par exemple. Je trouve que le tampon, c'est une super solution. Et d'ailleurs, même sur des petites boîtes, par exemple, si tu vends des bijoux, t'achètes des petites boîtes standards en lot de 1000 et tu viens apposer juste ton petit tampon sur la boîte et t'auras brandé la boîte à ton logo. Ce sera ton branding, quoi. Après, peut-être que tu peux choisir une boîte d'une couleur ou craft ou ça, c'est des choix qui sont propres à ta marque, mais de partir d'un truc standard, pas trop cher, et de le personnaliser facilement, ça c'est chouette. Mm. D'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle Atelier Tampon Paris, qui font des tout petits tampons et des très gros tampons. Et je vous invite à aller les voir parce que ils font tout de manière artisanale et spécialisés dans le caoutchouc. Donc ça va être la matière du tampon en fait sur le support bois. Ah, Et c'est super. top ce qu'ils font. Ouais. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode de Ouais. l'entreprise. Un peu moins écologique, mais économique, c'est les stickers. Donc, c'est la même fonction que le tampon, c'est-à-dire que tu viens juste apposer tu commandes une bobine de petits stickers ronds, par exemple, ou rectangulaires, peu importe, où il y a ta marque dessus, bah, tu vas customiser un produit standard et tu viens mettre ton sticker dessus. Et après, comme je disais tout à l'heure, une simple carte blanche Mm. avec un petit mot personnalisé où tu auras mis peut-être ton tampon dessus, mais encore une fois, voilà, c'est pas obligatoire. Ou une bobine de ruban de telle couleur qui définit vraiment ta marque, ben en fait, ça peut faire le job. Mm. Après, aussi bien économique qu'écologique, moi, alors j'adore tout ce qui est végétal, donc tu vas en forêt, tu coupes 3 brins d'herbe ou un morceau de lierre ou je sais pas. En fait, ça fait partie de l'expérience, encore une fois, client. Et tu glisses ça dans ton paquet, ben c'est chouette quoi. Ou même une petite touche de parfum. Parfois, j'ai eu ça d'ailleurs dans des marques artisanales. Tu as juste pchité un petit parfum sur ton papier de soie. Ça fait partie aussi de l'expérience qui est plus olfactive du coup. Moi, je trouve que c'est important aussi. Alors là, c'est peut-être plus écologique, mais aussi économique. Réutiliser des cartons qui ont déjà été utilisés. Mm. Évidemment, si c'est dans les valeurs de votre marque, si vous avez une marque super luxueuse, je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, Mm. tu vois. Mais si c'est une marque artisanale, ben peut-être mettre juste un petit sticker qui dit ce carton a été réutilisé pour votre envoi et n'hésitez pas à faire la même chose. Ben, tu crées de la connivence avec tes clients et en fait, il t'en voudra pas d'avoir réutilisé un carton, tu vois. Non. Après, ça n'empêche pas par contre, de mettre la carte de visite avec le petit Bien sûr. détail, comme tu parlais, ou le petit tampon pour le Ouais. personnaliser. Mais moi, j'en vois de plus en plus. Effectivement, c'est écrit. Vraiment, on vous a envoyé, même il me l'avait envoyé par mail, et on voit que c'est en fait le papier d'un fournisseur. Bref, c'est pour une boutique de cheveux Ouais. qui est dans le éco-responsable du côté de Marseille. Et en fait, je sais qu'elle travaille avec la marque Kalina, et comme par hasard, c'est le carton de la boîte Kalina. Et je trouve ça. Alors oui, on sent qu'il a été usé, mais ça fait partie des valeurs de la marque. Elle a bien fait le Exactement. travail de son client idéal. Et voilà, je suis en phase avec ça. Ça fait partie des valeurs de la marque. Et du coup, je trouve que ça connecte hyper bien. Et encore une fois, ça fait partie de l'expérience. Ouais. Tu as aussi des solutions un peu plus carrées des entreprises qui se montent là, qui font des colis réutilisables. Donc, tu as une marque qui s'appelle Ipli. En fait, c'est des pochettes donc hyper solides qui peuvent, je crois, faire sans aller-retour, donc sans Wow. commande. Donc, je sais pas, c'est un espèce de tissu, j'ai l'impression, avec un zip.
Et en fait, le client reçoit ce zip. Alors, à l'intérieur, comme tu le disais, tu rajoutes ta petite carte, un peu ce qui définit ta marque. Mais le client peut renvoyer cette pochette gratuitement en la mettant dans une boîte aux lettres. Et en fait, ils ont calculé que ce système-là avait moins d'impact sur la planète que d'acheter un carton, de le jeter, de le faire recycler, etc. Eh oui. Alors qu'on pourrait croire que le fait de renvoyer gratuitement, tu vois, ça fait une empreinte carbone aussi, mais en fait, finalement, ça peut être une bonne solution. Ah, c'est hyper intéressant. T'as aussi réutilisé des vieux journaux. Moi, par exemple, j'avais une marque je crois que c'était des bijoux. L'emballage cadeau, c'était un vieux papier journal, des journaux qu'elle avait récupérés peut-être chez sa grand-mère, tu vois, je sais pas. Il y avait juste un beau ruban ou un beau raffia, tu sais, pour emballer le papier le cadeau. Et en fait, le papier journal faisait partie de l'image de marque. Eh oui. Et là, bah, ça coûte rien. Ouais, c'est génial. Ouais. Donc du coup, t'as toutes ces solutions-là. Alors attention à pas faire de suremballage non plus. Hein. Faut être le plus efficace possible, mais du coup, ça me permet d'enchaîner sur les solutions un peu plus écologiques, mais pas forcément économiques, Pas de souci. malheureusement. T'as l'utilisation de papier éco-conçu. Et notamment, moi, ceux que je préfère, c'est les papiers qui sont fabriqués à partir de déchets de l'agro-industrie. En fait, par exemple, pour le vin, ils récupèrent tout le raisin qui a été écrasé pour faire le vin et ils en font du papier. Waouh. Par exemple, pour l'industrie du cacao, ils récupèrent tous les déchets liés au fait que tu fasses sécher ton cacao, l'écraser, etc., procédé de fabrication, et ils en font du papier. Et ces papiers auront du coup des teintes un peu différentes. Donc le raisin, par exemple, il est légèrement violet, le cacao, il est légèrement marronné. Je parle du papier. Hein. Et du coup, peut-être aussi que ça peut être une idée pour affirmer les valeurs de votre marque ou l'identité de votre marque. J'en sais rien, moi, vous êtes dans le chocolat. Typiquement, j'avais un petit producteur de tablettes de chocolat. Enfin, il allait chercher son chocolat en Équateur. Il était d'origine équatorienne. Et il vend son chocolat en Ardèche. Et typiquement, le papier qu'il aurait pu choisir aurait pu être ce type de papier conçu à base de déchets de cacao. Tu vois, ça aurait été hyper cohérent. Donc, peut-être penser à ce genre de solution. Ne pas hésiter à faire appel à des imprimeurs certifiés. Donc ça, vous pouvez le voir sur leur site. Donc le plus connu, le label le plus connu, c'est Imprime Vert. Mais il y en a plein d'autres. T'as les normes ISO, voir s'ils font partie du label B Corp qui garantit le fait qu'ils respectent leurs employés, la planète, voilà, des exigences sociétales et environnementales. T'as le label FSC aussi, les forêts gérées. Enfin, t'en as plein, t'en as une multitude. Mais le fait de choisir ce type d'imprimeur peut être un sacré atout et hyper cohérent aussi avec vos valeurs. Et est-ce que c'est vraiment plus cher qu'un imprimeur de type, je sais pas moi Je pense que c'est quand même plus cher Ouais. qu'un imprimeur en ligne, par exemple. Parce que l'imprimeur en ligne, lui, il va faire, j'en sais rien, moi, 1000 commandes par jour, ça va dépoter, etc. Mais t'as pas du tout le même service. Ouais. C'est-à-dire que ton petit imprimeur local qui va faire attention, qui va avoir ses labels, ben, si ta carte de visite, elle est de travers, ben, il va te la refaire. Si tu fais ça en ligne, alors ils vont te l'envoyer de travers, mais tu vas pouvoir faire réclamation, ils vont te l'envoyer. Mais en fait, t'as pas le même service de proximité, t'as pas de conseils en ligne. Peut-être toi, tu vas te dire, tiens, je voudrais un papier 100% recyclé, parce que c'est ce qui te paraît le plus évident à prendre. 100% recyclé, ça peut paraître super, mais il faut faire attention parce que les papiers 100% recyclés ont pu être traités, désencrés et blanchis. Et en fait, c'est une super fausse idée, parce que ton papier 100% recyclé, finalement, sera plus polluant qu'un papier qui sera issu de forêts durablement gérées, tu vois, et qui sera un papier standard. Enfin, juste, on aura fait attention aux forêts, etc.
Donc, et ça, ton imprimeur en local pourra te le dire. Bien Alors sûr. qu'en ligne, tu peux faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et puis après, ça, c'est des... j'en ai pas encore trop parlé sur le podcast, mais ça viendra. Ça peut être aussi inclus dans les coûts. Si on décide à un moment donné de se dire, bon, ben, je vais aller sur un imprimeur qui coûte un peu plus cher, je pense pas non peut-être du simple au double. Déjà, on peut gagner du temps et donc indirectement de l'argent parce que il y a les allers-retours qui seront plus simples, il y aura une énergie aussi conservée. Mais ça peut être aussi, voilà, réimpliqué, réajusté dans la définition de son tarif. Oui. Puis en plus, comme tu le disais, on revient toujours à cette histoire de cohérence et on parle beaucoup quand même d'écologie là parce que je le sais, dans l'artisanat, on est quand même tous sensibles à ça et les clients qui achètent de l'artisanat aussi. Donc c'est important de pouvoir le mettre en avant. Donc vraiment, merci de nous partager aussi ce côté imprimeur certifié. Je sais pas Ouais, si tu et avais puis en d'autres fait, choses. comme je Pardon. disais au tout début, pas hésiter à demander des devis, des Mm. conseils. Ça, c'est gratuit, hein. Oui, tout à fait. Donc, si l'imprimeur est séduit par ton projet, en fait, il va être autant impliqué que toi dans le fait de faire un truc joli, qui soit cohérent, etc. Donc, il y a aussi l'humain qu'il faut pas oublier. Le digital, c'est bien, mais t'es tout seul derrière ton ordi à choisir ton papier, tu vois. Mm. Donc, moi, je privilégie, j'avoue, les petits imprimeurs locaux, mais tu peux pas toujours, en fait. T'as pas forcément le temps. Alors, évidemment, les temps, pareils, d'impression sont peut-être un peu plus longs, mais ça, c'est des choses qui se prévoient un peu en avance, quoi. Oui. Je voulais parler aussi, si j'ai encore le temps, si tu me le permets, des Oui, bien encres sûr. utilisées. Parce que il y a plusieurs... Alors, je pense pas que les gens le savent, mais il y a plusieurs types d'encre. Tu as des encres minérales qui sont faites à base de pétrole, donc pas du tout bonnes pour la planète. Et puis tu as des encres végétales qui sont bien meilleures. Et justement, les imprimeurs en local, en général, ceux qui ont les labels, privilégient ce type d'encre qui sont tout aussi efficaces et qui ne bousillent pas notre chère terre-mère. Voilà. Et il y a aussi une grosse tendance, c'est l'éco-conception graphique. Oui. Alors moi, j'y mets un peu de réserve, dans le sens où, évidemment, si tu as un grand aplat de couleurs sur ton packaging, ben, tu vas être plus polluant parce que tu auras ancré un peu plus ton papier. Donc moi, je suis de toute façon pour la simplicité. Mais par contre, il faut que ce soit cohérent avec ta marque. Tu vas pas faire un packaging ultra simple avec des typos ultra fines. Alors déjà, il faut que ton packaging soit visible. Si tu vas en boutique, il faut qu'il attire l'œil. Donc si tu fais des trucs ultra fins, alors ça peut être un parti pris, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Mais si tu fais des jouets pour les enfants, bah tu vas pas faire un truc super fin, super minimaliste, etc. Et tu vas avoir besoin de ce côté joyeux, peut-être pop, avec des couleurs super vives. Mm. Donc en fait, il faut avoir un juste milieu entre l'écologie, les valeurs de ta marque, ce que tu veux transmettre à tes clients. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur. Mais écoute, merci. On Sur revient beaucoup finalement l'astuce. au point, c'est vraiment connaître ses valeurs. Donc le Ouais, travail que fait aussi le graphiste, le directeur artistique même plus ouais, exactement pour faire le fameux positionnement de cette marque. Donc ça exactement. rejoint sur ce qu'on disait. Et on va peut-être finir avec une dernière question avant qu'on passe au jeu de la fin et que tu nous parles un petit peu de toi. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois encore trop souvent sur les packaging et que tu voudrais peut-être là quelques-unes nous partager? Ouais, en fait, mon credo, c'est privilégier la simplicité. Mmh, j'adore. En fait, on a tendance, enfin, alors c'est pas du tout un reproche, mais alors les solutions comme Canva et compagnie, on a tendance à vouloir mettre un peu partout des petits graphismes, des petits machins, des petits bidules partout. Mais en fait, le packaging doit avant tout communiquer sur votre produit. D'abord, on doit comprendre ce que c'est. Donc, il Mmh, doit y avoir une compréhension immédiate du produit. Donc, il y a une hiérarchie qui doit se faire sur les textes, sur les éléments. Euh, Tu dois aussi pouvoir raconter peut-être en une phrase impactante ce qu'est ton produit. mmh. Et puis après, éventuellement, peut-être des plus produits comme fabriqués en France, par nos soins. Mais pour moi, tu dois être super
simples, en fait. Et comme je le disais, tu as ton site internet, ton Insta, toi-même sur tes marchés qui vont rajouter du discours autour de ton packaging, mais tu ne peux pas tout mettre sur le packaging, en fait. Ok. Donc, vraiment rester simple. Je vois aussi beaucoup l'utilisation de typographie hyper tendance, etc. Alors, j'ai rien contre les tendances. Simplement, il faut penser à faire des trucs qui durent dans le temps aussi, tu vois. Oui. Alors, avoir une typographie bien marquée et lisible, c'est bien. Accompagné d'une typographie plus sobre d'accompagnement, alors avec éventuellement plusieurs graisses, donc tu as gras, médium, ce qu'on voit classique sur les logiciels de traitement de texte, mais 2 typos suffisent en fait. Pas démultiplier les codes en fait. Pas trop de couleurs non plus, et pas avoir peur du vide. Waouh, on va rester là-dessus, merci. Vous avez une heure. En fait, le vide participe à la bonne lecture de ton emballage. Donc, si tu charges à fond, l'œil va pas réussir à déterminer ce qui est le plus important. Donc, laisse respirer. Ok. Il n'y C'est a pas valable aussi. besoin. C'est valable pour les posts Instagram. Moi, je sais que je les Oui, charge beaucoup trop et je suis en train de revenir aussi à cette notion de simplicité. Là, finalement, c'est hyper intéressant. Tu nous donnes des conseils, même tout simplement d'identité visuelle, de graphisme, oui. qu'on retrouve du coup sur le packaging. Mais merci pour le Ouais. côté vide. Après, oui, je parlais de graphisme tendance dans l'air du temps. On peut être assez attiré d'utiliser ce genre de tendance. Mais ces tendances finissent par disparaître. Mm. Et du coup, votre identité, par contre, elle doit durer dans le temps. On va pas changer d'identité tous les 4 matins. Et encore une fois, il faut qu'elle soit mémorisable. Et pour moi, tendance n'est pas égale à original, en fait. Ah non. C'est-à-dire que tu peux avoir un truc hyper tendance. Alors oui, ça va marcher 6 mois parce qu'on le voit partout et qu'on va être séduit par ce côté un peu nouveau, machin. Mais si la tendance s'envole et que ton packaging reste avec ça, bah c'est pas ouf. Alors que tu peux avoir une idée hyper originale qui n'est pas trop vue, ou alors qui a été vue. Alors faut pas aussi hésiter à s'inspirer de tendances. Enfin, alors je me contredis un peu, mais de choses qui ont fonctionné dans les années passées, tu vois, Mm. ou dans les années 20, 30, etc. Si, encore une fois, ça correspond à votre identité de marque. Pour avoir quelque chose d'original et reconnaissable. Mhm. Toujours. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est prenez votre temps, en fait. Soyez précis, tout est dans le détail, vous précipitez pas, relisez-vous surtout, parce que une faute de frappe peut coûter super cher sur un packaging. Oui. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche de transparence sur ce qu'ils achètent. Donc, j'aurais aussi un autre conseil, c'est soyez vrai et transparent sur ce que sont vos produits. Alors, j'ai retrouvé un petit chiffre d'une étude de l'ADEME qui a eu lieu en 2022 qui dit que 74% des Français souhaiteraient plus de transparence sur les produits et avoir des infos sur l'impact environnemental et social des produits qu'ils achètent. Waouh. Oui. Donc, même si on est d'accord qu'on va peut-être tous chez Ikea acheter un truc super basique, en fait, c'est super satisfaisant d'acheter chez quelqu'un dont on admire le travail et le parcours. On connaît les heures, le temps passé derrière. Et du coup, c'est hyper inspirant et tu auras plus envie d'acheter dans une petite boutique, tu vois, d'une petite artisane plutôt que chez Ikea où c'est hyper standardisé et c'est du mass market. Bien sûr, bien sûr. Merci pour ce petit rappel, c'est important effectivement, et je sais que c'est vraiment ce qui nourrit aujourd'hui aussi les créatrices qui nous écoutent. Je te propose qu'on finisse par un petit moment où tu vas un petit peu nous dire comment ça se passe de ton côté, puis après on passera au jeu de la fin. Ok. Écoutez, c'est l'instant autopromo, c'est ça? C'est ça, pardon. Oui, oui, tout à fait, excuse-moi, c'est ça. Écoutez, moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc www.ecreapi.fr.
www.toudobemstudio.fr, sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un DM. Et je réfléchis d'ailleurs à mettre en place une petite offre, une nouvelle offre en fait à petit prix d'audit de ce que vous avez déjà mis en place et moi ce que j'en tire, les conseils que je peux vous donner. Juste en voyant et en discutant avec vous. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas encore mis en place, mais peut-être que dans le futur, si ça intéresse des gens, je pourrais me mettre dessus et je pense que ça peut être super intéressant. Super, je pense aussi, et du coup je mettrai dans tous les cas les liens dans les notes de l'épisode, et quand sortira l'épisode de podcast, peut-être que ça sera en ligne. Ouais, j'espère. Allez, je te propose qu'on passe au fameux dernier jeu de la fin. Du coup, je vais mettre le minuteur et tu auras 1 minute pour répondre à mes questions et après on pourra clôturer toutes les deux. C'est parti, t'es prête? Yes. Allez. Fleurs fraîches ou fleurs séchées? Fleurs fraîches. Comédie romantique ou film fantastique? Ah, c'est difficile. Film fantastique, je dirais. Martinique ou Guadeloupe? Martinique, mon papa est martiniquais. Fondue savoyarde ou bourguignonne? Bourguignonne. Musique rock ou rap? Rap. Organisée ou désordonnée? Super organisée. Je sais. Boisson chaude ou boisson froide? Boisson chaude, je dirais. MSN ou Skyblog? MSN à fond. Et Canva ou Adobe? Tu me poses vraiment la question. Oui, Adobe. Bon, pain au chocolat ou chocolatine? Je suis obligée. Ah, ouais, pain au chocolat, je suis à Paris, moi, je suis désolée. Ah oui. Alors, appel ou texto? Texto. Ah, vocal. Vocaux. Oh, je sais toutes les deux. C'est clair. Ah ben, excuse-moi, on est à la fin, du coup. Ah, c'était la fin, bravo. Du coup, la minute est passée vite. J'ai justifié un peu mes réponses quand même, t'as vu? Oui, c'est vrai que je suis allée vite. Hein. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour la fin? Eh ben, écoute, merci déjà de m'avoir laissé la parole et de m'avoir parlé sur ce sujet-là qui qui me tient à cœur parce que ça fait 12 ans que je fais ça, donc je suis ravie si j'ai pu aiguiller, donner des petits conseils à tes auditeurs et auditrices. Et puis voilà, en fait, soyez vous-même, prenez votre temps, pas de précipitation et faites-vous accompagner. Voilà. Ah, j'adore, c'est trop bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup à toi aussi pour d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé autant. Tu as vraiment donné beaucoup d'informations. Et puis, pour aller papoter avec Alizée, je vous remettrai du coup tout dans les notes de l'épisode. Et puis, je propose qu'on se quitte là. Et puis, je retrouve du coup les auditrices pour la conclusion de l'épisode. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, alors Alizée est vraiment passionnée par ce sujet et j'ai appris comme toi, je l'espère, de nombreuses choses. D'ailleurs, j'avais envie de résumer, de clôturer cet épisode avec 4 mots-clés qui ont guidé tous les conseils qu'Alizée a pu nous donner. Le premier, c'est d'avoir de la cohérence. Ton packaging produit comme toute ta communication doit être aligné avec tes valeurs et être en cohérence avec ce que tu crées, qui tu es et qui tu cibles. Ensuite, deuxièmement, le détail. Travailler les détails dans ton packaging, mais même pour tout finalement. C'est toujours très intéressant pour amener une expérience client différenciante à ta cible. Troisièmement, mémorisable. Le but aujourd'hui est que l'on se souvienne de toi, ça je le dis souvent sur le podcast, et justement ça passe donc par ton packaging entre autres et les petits détails comme on vient de le voir juste avant, mais important vraiment de travailler une communication et ton packaging pour que tu sois mémorisable. Et enfin, j'adore celui-là, la simplicité. Des fois, la réponse la plus simple est la meilleure. Il n'y a pas besoin de rajouter 15 000 détails, 15 000 fioritures, mais plutôt d'aérer ses attentions, ces détails, pour justement leur donner plus d'importance. S'ils sont noyés au milieu de 15 000 autres attentions, l'impact est dilué et donc moindre. Voilà, j'avais envie de faire ce petit exercice de conclusion et te laisser repartir avec ces 4 mots-clés pour ta communication et ton packaging produit, la cohérence, le sens du détail, être mémorisable et aller à la simplicité. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu repars maintenant avec de nombreuses idées pour les futurs packaging de tes créations. Bien entendu, si tu as des questions, Alizée et moi-même restons disponibles.
Toutes nos coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Et tu le sais, mais si tu penses que cet épisode peut plaire à une créatrice de ton entourage, n'hésite pas à lui partager. Créapi se fait toujours un plaisir de pouvoir donner des conseils, alors n'hésite pas. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!